Algériens, un pays qui, avec les ressources de son sous-sol, pourrait être équivalent à celui de bien des pays florissants en Europe, et une population qui vit dans des conditions abominables, qui n'ont pas de protection sociale, qui n'ont pas de travail. Il y a des villages où il y a 100% de chômage, des gens qui ne se soignent pas, il y a des cancers des gens qui meurent de cancer qui tombent comme des mouches, qui ne se soignent pas, qui ne sont pas diagnostiqués, on vit dans un pays où il n'y a pas d'État, il n'y a qu'une poignée de gens qui s'appuient sur des prédateurs internationaux pour garder la même mise sur cette manne. Et voilà. Et ça s'est fait par petite élimination depuis la guerre d'Algérie. Ce que l'armée française n'a pas éliminé de résistants et de patriotes, ces gens-là les ont éliminés progressivement à partir de 1962. Et aujourd'hui, ben voilà, tout le monde peut constater ce qu'est devenu l'Algérie aujourd'hui. Ok, si on avance un petit peu dans le temps, Monsieur Lounis, quel regard portez-vous sur les décisions que prenait Boumedienne dans sa politique internationale? Contrairement aux idées reçues, vous estimez que Boumedienne ne prenait pas de décisions importantes sans l'aval de la France? Ben, il y a une... Était-ce l'influence de Bouteflika, encore une fois, ou bien c'est vraiment les services secrets français qui ont noyauté quasiment la totalité du système algérien et des conseillers du président? Non, sous Boumedienne, les choses n'étaient pas aussi dramatiques qu'elles le sont devenues par la suite. Aujourd'hui, la période de Boumedienne apparaît un petit peu comme une sorte d'âge d'or de l'indépendance algérienne. C'était une dictature féroce, c'était le pouvoir qui avait mis à bas les aspirations de démocratie en Algérie. Mais ça restait quand même quelqu'un qui était attaché à son pays. C'était c'était un patriote qui aimait son pays, ce qui n'a plus le cas aujourd'hui. Le pouvoir aujourd'hui déteste l'Algérie. Ils détestent l'Algérie, ils détestent les Algériens, et tout ce qu'ils aiment, c'est les ressources qui proviennent du pétrole. Donc sous Boumedienne, il y avait une diplomatie un petit peu de panache à l'échelle internationale, Boumedienne se voulait l'avant-garde de toutes les luttes tiers-mondistes. Et puis il y avait l'aspect pragmatique, c'est-à-dire que les relations commerciales étaient faites par une sorte de diplomatie parallèle, alors qu'il était officiellement l'ennemi des États-Unis. En réalité, par l'intermédiaire de M. Oudzegar, il était très très proche de l'administration américaine. Comme vous disiez, effectivement, Bouteflika servait de relais avec l'administration française. Et c'était une période de tâtonnement. Il n'y avait pas de ligne directrice. Hein. Valéry Giscard d'Estaing raconte quand il a effectué une visite en Algérie au milieu des années 70. Boumedienne lui a avoué que la plus grande catastrophe qui est arrivée en Algérie, c'était le départ des Pieds Noirs, que si les Pieds Noirs étaient restés, l'économie algérienne aurait pu continuer à fonctionner. En fait, le départ du million d'Européens a privé l'Algérie de tout son encadrement, et cet abaissement brutal de la capacité de l'encadrement en Algérie a fait que
est une des explications de tous les problèmes qui sont nés par la suite. Mais bon, ça c'est le témoignage d'un homme, et on voit bien que Boumedienne était ballotté par des courants contraires et que très rapidement il s'est retrouvé isolé dans sa propre administration, après avoir lui-même fait assassiner certains de ses plus proches amis, dans Meddarari par exemple, et vers 1976 il s'est retrouvé tout seul, et encadré par des loups qui ont eu raison de lui à un moment donné. Donc toutes les questions que l'on peut se poser n'ont pas pour réponse catégorique un oui ou un non. Mais moi, tout ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'Algérie vit dans le non-dit, dans l'interdit, dans le secret. Vous voyez, vous lisez n'importe quel ouvrage de n'importe quel témoin de l'époque, chaque fois que vous arrivez à un point clé, on vous dit ça, à partir de ce moment-là, ça a été un accord secret. À partir de là, ça a été une réunion secrète. À partir de là, ça a été un conclave secret. Ça a été le fruit d'une décision secrète. Ça, c'est une réunion secrète qui a donné lieu à des instructions secrètes, etc. On est dans le secret, et 50 ans après, personne n'est capable de vous dire quelque chose de catégorique sur l'histoire de l'Algérie il y a 50 ans. Les trois quarts des Algériens ont moins de 50 ans, c'est-à-dire sont nés après l'indépendance, si ce n'est plus, et nous sommes incapables de parler de cette période-là qui est révolue sans que ça déchaîne des passions, tout simplement parce que tout repose sur le non-dit, sur le fait qu'il ne faut pas trop soulever le voile, sinon ça risque de provoquer des problèmes par-ci et par-là. Et à partir du moment où l'acte fondateur de l'indépendance algérienne est soumise à autant de doutes, j'aimerais bien que Ben Bella, qui est vivant et qui est intervenu, qui a reçu la semaine dernière Hollande, qui est parti en visite en Algérie, je l'accuse de choses quand même qui sont très graves. Je l'accuse d'être un traître à la solde d'une puissance étrangère. Et je n'ai pas entendu dire que je raconte que des conneries. Donc là, Monsieur le ministre, vous appelez de vos voeux l'ouverture des archives concernant l'histoire algéro-française en France, surtout. Non, mais écoutez, c'est un aspect du problème, mais il faut savoir que si les archives françaises sont impossibles à ouvrir, c'est qu'elles recèlent des choses trop graves pour, non pas pour les deux camps, le pouvoir français, mais pour le pouvoir algérien aujourd'hui. En 1982, Mitterrand avait transmis une partie des archives. Les archives les moins dangereuses, disons. Personne n'est capable de les consulter. Ça, c'est vraiment les documents qui prêtaient le moins logiquement à controverse. Mais vous, Mais dans votre entreprise pour l'écriture de ce livre, Monsieur le ministre, est-ce que des portes vous ont été ouvertes pour voir... Moi, je n'ai aucune porte ouverte. Moi, je ne relate que des documents qui sont déjà publiés. Moi, je n'ai fait que relater des déclarations, je vous dis, des premiers dirigeants français de l'époque, c'est-à-dire Charles de Gaulle et son entourage, Hervé Bourges, par exemple, autour de cette question-là, des officiers de la DST, des journalistes, des hommes politiques, et moi, j'ai accès à aucune archive d'aucune sorte, mais même les historiens de premier rang, qui ne sont pas des fous furieux, justement, ne peuvent pas accéder à... Concernant votre analyse, Monsieur le ministre, j'ai lu un article concernant ce livre,
où il était dit clairement que ce n'est pas un travail d'historien, que c'était un amas d'écrits que vous avez ramassés pour en faire une bombe médiatique, en fait. Oh, la bombe médiatique a fait long feu alors. Je ne suis pas historien et je n'ai pas la prétention d'en être un. Est-ce que votre livre est vendu en Algérie, M. Lounis? Ah, vous rigolez. Non, non, mon livre ne sera jamais vendu en Algérie. Les gens qui partent en vacances l'emmènent en prenant des risques à la douane, mais ni celui-ci ni le précédent ne sont disponibles en Algérie. Mais pour répondre à ce que vous disiez, je ne suis pas un historien, hein, et je n'ai fait qu'un travail que l'on peut qualifier de scientifique, qui est la mise bout à bout de certains témoignages qui accréditent ce que je prétends être la réalité, et ce ne sont pas des témoignages de seconde main. Je vous dis, ce sont les premiers concernés. Quand le gendre du général de Gaulle, en 1981, dans ses mémoires, c'est-à-dire quelques mois avant qu'il meure, hein, dans ses mémoires dit certains hauts dirigeants de l'Algérie actuelle travaillent pour nous. Je ne vais pas citer des noms parce que ça risque de leur causer des ennuis. Je veux dire, ce n'est pas un amas de déclarations, c'est une déclaration qui mérite d'être prise en considération. Quand Roger Weibot, le créateur de la DST, dit au milieu des années 70 que beaucoup de dirigeants algériens travaillent encore aujourd'hui pour la France et sont des agents de la France, je veux dire, ça mérite qu'on les prenne au sérieux. Alors moi, je n'ai pas la prétention d'être un historien, j'ai aucune prétention, je prétends simplement que tout ce que je dis est authentique. Et je mets quiconque au défi de me dire le contraire, et il y a des historiens qui s'y trouvent quelque chose à redire, moi je les attends, j'attends leur démenti. Très bien, on continue notre chemin historique, M. Lounis. Après la mort énigmatique de Boumedienne, l'élection de Chadli Mejdid, encore un militaire, comment la France voyait-elle l'arrivée de ce militaire à la tête de l'Algérie? Est-ce que c'est encore un homme de la France, ou bien il y a des éléments sous-jacents à cette élection? Parce que non, mais c'est à partir de ce moment-là que le clan français, ce que j'appelle le clan français, a pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'à la mort de Boumedienne, logiquement, il y avait des hommes forts en Algérie. Il y avait le chef de la sécurité militaire de l'époque, Rasdim El-Bah, qui avait la réputation d'être l'homme le plus fort et qui donc aurait pu aspirer à la relève. Il y avait Bouteflika qui manigançait justement pour assurer la relève. Il y avait d'autres personnes, Yahyaoui par exemple, et tous ces hommes ont été éliminés d'un revers de main, et l'homme qui est couronné président de la République est un obscur officier de second rang qui était à mi-chemin entre qui n'était pas un déserteur de l'armée française au sens propre du mot, mais qui était très très proche des DAF, des déserteurs de l'armée française, et il a été couronné président de la République dans le cadre d'un conclave organisé dans une petite école dirigée par
un certain Larbi Belkhair, qui lui est un déserteur de l'armée française